Bonsoir à tous, merci de vous joindre à nous dans Vision. 15 000 mégawatts en énergie photovoltaïque. À l'horizon 2035, les échanges et les partenariats sont de nouveau au cœur des concertations d'Alger avec ses partenaires étrangers pour concrétiser ces chantiers en matière d'énergie renouvelable et assurer une transition énergétique paisible. À partir de 2030, voire 2040, l'Algérie prévoit une moyenne d'environ 40% de la couverture du marché intérieur avec une part pour l'exportation vers l'Europe. Les énergies fossiles, comme le gaz, devront donc cohabiter avec ces énergies propres, alors que dans le mix énergétique, la part du gaz est amenée à augmenter dans les 20 prochaines années, avec une demande mondiale croissante en énergie, environ 2% chaque année, et la découverte de nouveaux gisements. Notre pays, qui s'apprête à accueillir le prochain sommet sur le gaz, devra donc se placer dans ce marché de plus en plus concurrentiel et perturbé par les tensions géopolitiques mondiales, mais aussi trouver l'équilibre entre ses ressources énergétiques et stabiliser sa consommation intérieure galopante. On en parle ce soir avec notre invité, M. Nordine Issa, commissaire aux énergies renouvelables à l'efficacité énergétique et vice-président du 3e groupe de travail du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors, l'Europe prévoit, par exemple, de réduire sa demande en gaz de plus de 18% dans les 5 prochaines années, par rapport aux 5 précédentes années, et économiser quelques 53 milliards de mètres cubes de gaz, avec l'ambition d'accorder une part de 45% aux énergies renouvelables d'ici 2030. Mais au même moment, les experts affirment que la part du gaz va augmenter, la demande va augmenter dans les 20 prochaines années à hauteur de 2% chaque année. Comment faire le tri de ces affirmations ? Absolument, c'est une question très pertinente. D'ailleurs, au niveau du commissariat, nous sommes en train d'examiner les différents rapports, les différentes études et les différentes projections et tendances en matière de système énergétique mondial à présent et à moyen terme et à long terme. Donc on a pratiquement différentes études. Je prends à titre d'exemple l'étude qui a été vient d'être publiée au mois de janvier du Forum des pays exportateurs de gaz qui donne des projections à l'horizon 2050 par rapport au mix énergétique futur. Et donc, le gaz passera on est pratiquement à 23%, il passera à 26% à l'horizon 2050. Si je prends un autre rapport, c'est les Outlook, c'est les rapports prospectifs, les projections en matière de mix énergétique ou de système énergétique mondial, je prends l'autre rapport des pays toujours exportateurs, mais cette fois-ci de pétrole, c'est l'OPEP. Et donc, l'OPEP prévoit également qu'à l'horizon 2045, le pétrole restera aussi comme carburant ou comme source d'énergie primaire importante. Donc, il table et pratiquement les projections montrent qu'on passe de 31% actuellement de pétrole à 29%. Mais par rapport au gaz, on passe pratiquement toujours l'OPEP à 24%, de 23 à 24%, selon l'OPEP. Et selon le Forum des pays exportateurs du gaz, on passe de 23 à 26%. Maintenant, si on prend une autre partie, donc ça, c'est les pays exportateurs du gaz et les pays exportateurs de pétrole. Pour les pays exportateurs de gaz, le gaz à l'horizon 2050, pratiquement, il va ici à la première place. Donc on sera le combustible ou la source d'énergie la plus importante à 26%. Après, il y aura d'autres sources d'énergie. Alors, ce sont justement des rapports qui, confortent la soit les position pays. d'Algérie. Voilà. Non, avant de parler de l'Algérie, quand vous avez parlé des pays exportateurs de gaz, ils voient dans le gaz l'énergie qui va dominer donc dans le futur. Pour l'OPEP, c'est pareil, puisque le pétrole et le gaz fonctionnent ensemble. Vous avez l'AIE qui discrédite justement tous ces rapports et dit que finalement, ce sont les énergies renouvelables qui vont dominer d'ici 2030. J'ai parlé des rapports de GCCF et de l'OPEP. Et selon le GICF, le Forum des pays exportateurs du gaz, le gaz naturel va déplacer, donc il va prendre la place de charbon en deuxième place après le pétrole
à partir de 2025. Donc, à 2025, donc, on aura une part plus importante dans le mix énergétique. Donc, en gaz, il sera deuxième place après le pétrole. Maintenant, à partir de 2040, c'est le gaz qui prendra c'est la place la plus importante. Maintenant, si je prends d'autres rapports, bien sûr, nous, on examine l'ensemble des rapports. Si je prends le rapport de l'Agence internationale des énergies renouvelables, l'ERINA. L'ERINA, bien sûr, c'est les énergies renouvelables. Donc, les énergies renouvelables, on est actuellement dans le mix énergétique. Hein. Ce n'est pas dans le mix électrique, parce qu'il faut faire la différence entre le global, le total, donc le primaire, l'énergie primaire. Oui, on est autour de 17-18%. À l'horizon 2030, on passera à 28%. Et selon les différents scénarios, parce que là, il y a différents scénarios, les différentes tendances, les différentes projections, on passera à 82%. Donc, ce sera les énergies renouvelables qui seront un peu la source d'énergie la plus primaire, la plus importante. Mais je prends aussi l'autre source, l'autre rapport qui a été publié par l'Agence internationale de l'énergie, juste avant la tenue de la COP 28 sur le changement climatique. Oui. Là, les rapports de l'AEPA... Ils rejoignent un peu ceux de l'énergie des énergies renouvelables. Voilà. Mais là, c'est la première fois où, quand même, selon les projections de cette agence, on atteindra le pic des énergies fossiles, les trois, gaz, charbon et pétrole vers les 2030. Donc il y aura on atteindra un pic, après il y a un déclin. Ça, c'est les différents scénarios. Bon, bien sûr, l'AEPA, c'est un peu le côté disons, consommateur de l'énergie. L'autre côté, c'est le côté producteur du pétrole et du gaz. Mais il y a une convergence. Quelles sont les prévisions qui vous paraissent les plus proches de la réalité ? Les plus proches, et d'ailleurs, ça donne un peu des avantages vraiment très comparatifs par rapport à l'Algérie, c'est que pratiquement toutes les projections mènent vers un mix énergétique où les énergies renouvelables et le gaz naturel représenteraient des parts plus importantes dans le système énergétique mondial. Donc nous avons le gaz, bien sûr, et nous avons les énergies renouvelables, nous avons des potentiels importants. D'ailleurs, selon les dernières décisions, les capacités de production d'énergie à partir des énergies doivent doubler à l'horizon 2030. Donc on va avoir des capacités qui vont passer. On est actuellement 3400 gigawatts. À l'horizon 2030, on devrait atteindre les 11 000 gigawatts, milliards de gigawatts en énergie renouvelable. Vous parlez d'une tendance mondiale, évidemment. De tendance, non, c'est les décisions qui ont été prises lors de la COP 28. Donc il y a eu quand même des décisions qui ont été pour tripler les capacités et doubler les mesures d'efficacité. Maintenant, pour le gaz naturel, bien sûr, le gaz naturel est un gaz qui est relativement propre par rapport au pétrole et par rapport au charbon. Donc c'est en matière d'émissions de carbone, c'est le gaz relativement propre. Et par rapport aux autres polluants de l'atmosphère, parce que si on utilise le charbon ou du l'air, il y a d'autres aussi produits toxiques pour l'atmosphère. Donc pour vous, c'est un peu le mix parfait. Donc gaz le mix énergie renouvelable. Déjà, par ailleurs, le gaz naturel est considéré comme un gaz, comme une source d'énergie qui assure l'équilibre à la fois de la sécurité énergétique et de la transition énergétique. Et c'est un bon allié, c'est un allié, c'est bon allié aux énergies renouvelables pour justement stabiliser les réseaux électriques, en matière de flexibilité, c'est bon allié. Maintenant, le rapport bien sûr des pays exportateurs, du Forum des pays exportateurs du gaz, bien sûr, il a donné aussi des conditions pour que le gaz puisse être utilisé durablement, justement, dans le cadre des engagements, bien sûr, les engagements climatiques, les politiques qui sont en train d'être mises en place un peu partout dans le monde. Il faut que aussi associer à l'utilisation
du gaz des technologies. On va y revenir. Technologies de décarbonation. On va y revenir et c'est très important. Et l'Algérie, c'est inscrit. On va un petit peu avancer parce que on a beaucoup de questions à vous poser, Monsieur Issa. Et on reste un peu sur ce qui se passe autour des énergies. Il y a ces tensions géopolitiques, notamment l'agression sioniste contre Gaza et son lot de foyers. On voit qu'elle entraîne des foyers de tension dans toute la région du Proche-Orient. Le Proche-Orient, d'où provient, les prix de l'énergie demeurent malgré tout stables, dont celui du gaz. Et je le disais, le Proche-Orient, un tiers des exportations mondiales de pétrole proviennent justement de cette région. Alors, s'il doit y avoir un choc pétrolier, le gaz connaîtra évidemment la même chose. Est-ce que vous pensez que c'est possible dans les semaines ou les mois à venir, peut-être les semaines, les jours à venir, vu la situation? Les analyses un peu de situation, on est vraiment, on traverse une période d'instabilité, oui, de crise, de volatilité des marchés, des prix, etc. D'ailleurs, il y a des effets qui se conjuguent. Donc, il y a à la fois le conflit russo-ukrainien, la guerre sioniste contre le Gaza et bien sûr les événements au Yémen et tout ça. Donc normalement devrait suscite de l'inquiétude. Suscite de l'inquiétude et on voit que les prix de pétrole se stabilisent entre 80. Donc il n'y a pas eu une hausse spectaculaire de prix ça reste possible? Si la situation devait s'envenimer? Parmi les interprétations, c'est un peu le ralentissement de la croissance économique, notamment en Chine et en Inde. C'est un peu les pays de l'Asie-Pacifique qui drainent un peu la consommation mondiale de l'énergie. Et ce ralentissement, cette baisse de la demande des pays, notamment de la Chine, de l'Inde, risque d'être un peu structurel. Parce que là, d'après les analyses, nous allons assister à plus de croissance de la demande selon les projections de 2040 et 2050. La demande va être tirée dans la région, en Afrique, là où il y a les besoins en énergie. Donc pratiquement dans les pays notamment en Chine ou en Inde, on assiste à presque une stabilisation, presque une saturation, donc il n'y aura pas une forte demande, d'autant plus qu'il y a d'autres pays... Mais pardonnez-moi, il y a le paramètre aussi de la météo en Europe. L'hiver risque d'être il n'est pas terminé, il risque d'être dur, et les stocks de gaz peuvent être consommés plus rapidement, en tout cas. Par rapport à l'Europe, je pense que l'Europe, il y a des transformations sur le plan énergétique en Europe. D'ailleurs, entre janvier et juin 2023, on a assisté pratiquement il y a un reversement. Oui. Pratiquement entre les énergies renouvelables et le gaz. C'est la première fois où les énergies renouvelables ont déplacé pratiquement le gaz. Il y a eu d'ailleurs une augmentation, il y a eu une baisse de consommation de 13% entre janvier et juin 2023. Il y a eu une hausse de consommation de 13% par rapport au solaire, pratiquement 5%. Mais ça peut encore changer ? Ça risque de changer. Par des effets climatiques ou par des tensions géopolitiques, ça peut encore se réinverser. Il y a aussi des politiques de soutien aux énergies renouvelables. Il y a des politiques de soutien aux énergies renouvelables. Il y a aussi des politiques de la transition en matière de la mobilité. Maintenant, on a plus de la mobilité électrique. La mobilité, ça commence à se développer. Oui. Et il y a aussi la maîtrise de la consommation. Il y a un effort considérable qui a été consenti par l'ensemble des pays européens pour maîtriser la consommation. Et vous avez vu, nous avions assisté l'hiver passé à des mesures presque drastiques pour maîtriser et rationaliser la consommation. Tous ces facteurs-là ont permis donc de, si vous voulez, stabiliser un petit peu, maîtriser un petit peu la demande d'énergie. En gaz. Alors on l'a dit, on vient de le dire,
Et là, juste, je termine sur ce point-là. Oui. Pour l'Algérie et pour le pays exportateur du gaz, d'ailleurs, le Forum, il a bien expliqué dans son rapport, les futurs marchés promoteurs serait l'Asie-Pacifique, là où il y aura plus de demande, et l'Afrique, notamment l'Afrique, parce que quand même, il y a une très forte demande, il y a aussi la croissance démographique, il y a un retard, l'industrialisation. Il y a un retard, où il y a 600 millions pratiquement d'Africains n'ont pas accès à l'énergie, et donc c'est là où il y aura une forte demande en matière d'approvisionnement en énergie, et notamment dans les pays d'Asie. Ça rejoint un peu, on va un petit peu avancer. Nous allons peut-être assister à un déclin de la demande. Et c'est pour ces raisons, l'Algérie, bien sûr, elle est en train de développer les moyens d'approvisionnement à travers le GNL. Donc, il y a bien sûr l'approvisionnement à travers les gazoducs et les pipelines, mais également elle se place sur le marché via le GNL pour pouvoir, bien sûr, alimenter aussi les marchés lointains comme les marchés de l'Asie Pacifique. Alors, le gaz algérien, justement, représente 40% de la consommation italienne aujourd'hui et nous sommes devant les USA et la Russie, le premier client de l'Espagne. Il y a aussi le projet, vous parlez de l'Afrique, Nigal. Le projet Nigal, donc c'est le gazoduc qui viendra du Nigeria en passant par le Niger. Alors, quelle sera justement la part du gaz chez nous dans le mix énergétique? Puisque nous comptons développer les énergies renouvelables, sans perdre de vue évidemment notre marché en gaz. Est-ce qu'on peut faire combiner facilement les deux avec ces projets faramineux? Donc le bilan énergétique de l'année 2022 montre quand même qu'il y a une très forte consommation en interne, notamment en gaz naturel. Donc il y a une croissance par rapport au gaz naturel de 8,3% par rapport à l'année 2021. Et donc il y a une croissance, il y a une forte demande, bien sûr. C'est un peu toutes les politiques de relance de l'économie, un peu l'approvisionnement en gaz, on est pratiquement à plus de 65%, et en électricité, il y a eu aussi une croissance de la consommation de 6%. Et donc, si on prend la consommation finale d'énergie, pratiquement, la consommation a augmenté de 6%, et les secteurs les plus énergivores, c'est un peu le secteur des ménages et le secteur tertiaire à 47%. Après, c'est les secteurs de transport avec 29%. Et en troisième position, l'industrie avec 24%. Juste entre les secteurs de ménage, le résidentiel et le tertiaire et le transport, on consomme 76%. Et donc, et là, la part de la consommation interne de l'énergie représente pratiquement 44%. On exporte 56% de la production d'énergie, qui s'évaluait à 165 millions de TEP. Donc il faut vite introduire les énergies renouvelables. Il faut d'abord, ce n'est plus un choix. Il faut d'abord maîtriser la consommation en interne, parce que là, il faut au moins stabiliser la consommation. On est à 6%, au moins la stabiliser à moyen terme et viser des économies importantes en matière de la consommation à l'horizon 2030-2035, comme c'est prévu dans la stratégie nationale. Et bien sûr, diversifier le mix énergétique pour pouvoir dégager des volumes de gaz naturel, bien sûr, pour l'export ou pour d'autres besoins, donc d'autres industries pétrochimiques. Le gaz n'est pas utilisé uniquement pour le chauffage à l'état brut ou pour produire de l'électricité, mais il y a plein d'autres usages du gaz naturel. Donc la valeur ajoutée, elle est très importante. Donc les énergies renouvelables pourraient donc bien sûr prendre une part importante, notamment dans le mix électrique, donc dans la part de la production d'électricité. Et donc, au lieu de brûler le gaz naturel pour produire de l'électricité, on préserve le gaz naturel pour les autres usages dont la valeur ajoutée elle est plus importante, et pour aussi honorer nos engagements à moyen et long terme. Parce que là, quand même, l'Algérie a des contrats avec ses partenaires, et l'Algérie a un fournisseur fiable en matière d'approvisionnement du gaz naturel. Maintenant, pour assurer la durabilité de l'usage du gaz naturel,
On va parler peut-être des technologies de décarbonation. Avant ça, justement, qu'est-ce que vous préconisez pour les secteurs énergivores, justement? On a parlé de l'habitat et des transports. Il faut des mesures aujourd'hui pour justement diminuer cette consommation. Alors rapidement, sur ce que vous recommandez au niveau du commissariat. Les énergies au commissariat, donc nous avons ciblé maintenant les secteurs. C'est le secteur du bâtiment qui consomme le plus, et 47% le transport. Bon, le transport, on est en train de faire des transitions. Donc en passant par l'utilisation de la conversion vers le GPL, bien que le GPL a augmenté pratiquement de 9%, 8,4%. Oui. Donc on consomme aussi de GPL parce que quand même il y a une conversion de 1 million de plus d'un million de véhicules au GPLC. Donc, et là aussi on préconise, puisqu'on lance un message, même si on installe le GPL, il faut faire des économies. Quand on installe un kit GPL, donc on consomme du GPL, il faut aussi consommer avec rationalité. Parce que là, c'est du gaz qu'on consomme et c'est du gaz bien sûr, c'est des volumes du gaz qui pratiquement diminuent dans notre mix énergétique. Donc, même si on utilise le GPL, il faut faire aussi des économies d'énergie. Maintenant, pour le bâtiment, bien sûr, il y a des solutions en matière de passifs, c'est-à-dire c'est l'isolation thermique, l'utilisation des doubles vitrages pour diminuer la consommation à la fois en période d'hiver pour le chauffage ou en période d'été, parce que là on utilise la consommation et c'est la consommation qui tire un peu vers le haut la consommation. Et nous avons fait des recommandations pour accélérer la mise en place des laboratoires de contrôle qualité. Parce que là, l'année passée, on a atteint des pics de consommation records. On a même atteint de 19 gigawatts en matière de consommation électrique durant la période juillet-août. Et c'est à cause de l'utilisation des climatiseurs. Donc là, il y a urgence de mettre en place, nous sommes en train, au niveau du commissariat, nous travaillons avec le laboratoire national d'essai pour mettre en place le laboratoire de contrôle qualité pour qu'on puisse au moins réduire 10-20% de la consommation d'énergie au niveau de l'utilisation des climatiseurs, en attendant d'introduire d'autres systèmes de climatisation plus propres, plus résilients, peut-être même solaires, plus performants. Mais il y a d'autres, bien sûr, là, maintenant il y a la généralisation de l'utilisation des lampes LED, maintenant ça se généralise. Là, il faut veiller aussi à la qualité de ces lampes. Il y a d'autres usages. Là, on rentre dans l'efficacité énergétique. C'est ça, c'est l'efficacité énergétique. Il y a des mesures d'efficacité énergétique en matière de, bien sûr, dans le résidentiel. Mais ce qu'on nous préconisons également, c'est d'associer, de conjuguer les efforts d'efficacité énergétique avec le développement des énergies renouvelables. Maintenant, si on a, au niveau tertiaire, notamment tertiaire public, si on rajoute, si on intègre et on introduit les systèmes solaires pour la production d'une partie d'électricité, donc on va avoir à la fois donc de l'électricité produite à partir de solaire et en même temps on fait d'économie d'énergie. Et donc on peut associer les énergies renouvelables avec les mesures d'efficacité énergétique dans le but d'économiser l'énergie et ça se fait un peu partout et c'est des solutions économiquement viable et faisable. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je voulais revenir aussi sur ce partenariat entre l'Algérie et l'Union européenne qui ont convenu d'un programme donc, de coopération dans ce domaine justement d'une valeur de 15 millions d'euros. Les deux parties ont convenu de progresser davantage sur les émissions de méthane et l'hydrogène en facilitant et en promouvant des projets industriels pilotes. Vous parliez justement de rendre le gaz comme ressource plus propre pour finalement le rendre durable. C'est rendre les usages du gaz durable et donc il faut l'associer à des mesures de décarbonation. Il y a des technologies maintenant de captage et de séquestration de carbone. Il y a aussi des technologies de captage et d'utilisation du carbone. Donc il y a deux types, soit avant la combustion. Là, c'est à travers la conversion du gaz naturel en hydrogène, dit hydrogène bleu, c'est-à-dire on va transformer le gaz en hydrogène
et en captant et en séquestrant en utilisant le carbone. Ça, c'est un peu avant la combustion. Maintenant, après la combustion, notamment dans les secteurs industriels. C'est par absorption industriel, c'est toujours avec les technologies de captage et de séquestration et d'utilisation de carbone. C'est post-combustion. Et avant combustion, c'est en le transformant en hydrogène. Est-ce qu'on fait du gaz à ce moment-là? Est-ce qu'on en fait une énergie propre, complètement? Maintenant, je peux vous dire un peu, je peux vous citer un peu une petite comparaison. Très rapidement, il nous reste 5 par minutes. exemple, le gaz naturel, on dégage pratiquement 443 grammes de CO2, équivalent CO2 par kilowattheure pour la production d'électricité. Pour le pétrole, pratiquement, c'est 778 grammes équivalent CO2 par kilowattheure. Par contre, pour le charbon, on est à 1053 grammes équivalent. Maintenant, pour les autres sources renouvelables... Donc, on comprend pourquoi il est plus facile d'aller vers le gaz. Il est relativement propre. En plus, il n'est pas nocif sur la santé, notamment en matière de qualité de l'air. Donc là, le charbon, les problèmes de santé publique, en Chine, en Inde, il y a même des journées, pratiquement, c'est le blackout, c'est un peu le carbone, le noir ou le carbone suie, qui pratiquement, il n'y a pas de visibilité à cause, même ailleurs en Europe, il y a des problèmes de pollution à cause de dégagement des émissions nocives, notamment des composés organiques volatiles ou les particules, etc. Par contre, le gaz naturel, il est relativement propre par rapport au gaz à effet de serre et par rapport à la protection et la qualité de l'air. Donc, juste pour avant de conclure. Donc notre stratégie nationale, justement, vise à déployer massivement les énergies renouvelables, notamment solaires, pour laisser place un peu au gaz naturel pour les autres usages, notamment dans le secteur électrique. Donc on va déployer massivement pour produire de l'électricité, donc pour avoir une part importante dans le mix électrique. Le gaz naturel, il sera utilisé dans d'autres usages, l'industrie, on a d'autres, le chauffage, etc., pour l'exportation. Et bien sûr, nous avons aussi une stratégie, donc développer de l'hydrogène, notamment l'hydrogène vert, pour aussi économiser du gaz. Et bien sûr, et le mot un peu de la fin, c'est un peu l'efficacité énergétique, c'est la maîtrise de la consommation. Et il y a des exemples qu'on peut suivre où on a atteint un peu la maîtrise de la consommation. Comme objectif à très court terme ou à court terme, c'est de stabiliser la consommation. Parfait. Et donc, pratiquement, on est à 6%. Si on arrive à faire de 3%, après 2%, et pratiquement on stabilise pour peut-être passer à des diminutions pratiquement 3, 4, 5%, ça sera des objectifs à atteindre. Merci beaucoup, Nordine Issa. Le temps est passé très vite. Je rappelle que vous êtes commissaire aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique et vice-président du 3e groupe de travail du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Excellente suite des programmes sur notre chaîne. Au revoir.